membres de la presse. Il y a l'équipe de Sustainable Development Inclusive Growth, la commission dont on s'en détaille aujourd'hui. Cédric de Spéville, notre président de Business Mauritius. Et à ma gauche, on a Pradeep Dawson, le Chief Operating Officer de Business Mauritius. Et Darren Elkasami, qui est le conveyor de toutes les commissions que Business Mauritius organise. Sans plus de je voulais juste peut-être commencer par expliquer comment cette session va se faire. Vous avez un déroulé, je crois, avec vous, mais je passerai la parole à Cédric pour qu'il introduise un petit peu Business Mauritius, vous explique ce que nous faisons. J'interviendrai pour quelques minutes sur le rôle de ces commissions et comment ça nous aide dans nos activités à Business Mauritius. Et nous passerons directement la parole à Philippe Escalier-Noël, qui est le président de la commission Sustainable Development and Inclusive Growth de Business Mauritius, ainsi qu'à son équipe, et il va les présenter en temps zéro. Les questions, pour une simple raison de simplicité, de pouvoir mieux encadrer tout ça, on va peut-être les garder à la fin de la présentation de Philippe, on prendra toutes les questions en ce moment, si ça vous permet. Rapidement à tous, Cédric, je te passe la parole. Merci Kevin, je ne sais pas si le micro est nécessaire ou pas. Je le prends quand même. Pour le streaming, oui. Ok, bienvenue à tous, c'est vraiment ravi de vous accueillir à Business Mauritius, ravi de vous ouvrir les codes de Business Mauritius et de vous offrir peut-être un nouveau regard sur Business Mauritius. Alors avant de rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais rappeler quelques fondamentaux de Business Mauritius. Déjà, je sais que vous êtes tous au courant que Business Mauritius, c'est le résultat d'un merger entre la JEC et la MEF en octobre 2015. Aujourd'hui, Business Mauritius, c'est 9 membres partenaires, tels que l'AMM, l'MCCI, l'OTAM, l'ARIM et bien d'autres que vous connaissez. Business Mauritius, c'est plus de 1200 membres directs, les entreprises, incluant plus de 400 PME. Ces 1200 membres environ 120 000 employés, ce qui représente quand même 25% de la population active en Maurice. Et ces 1200 membres contribuent aussi à pratiquement 50% du PIB national. Donc, je crois que c'est des chiffres quand même bien importants de garder en tête par rapport à l'assise et à la force de Business Mauritius. Business Mauritius, c'est une équipe aussi d'environ une quinzaine d'employés full-time. Et ces 15 employés aussi, à beaucoup d'occasions, s'appuient sur des experts externes lorsque c'est nécessaire. Alors, quelles sont les ambitions de Business Mauritius? Je crois qu'on a beaucoup d'ambitions, mais disons que si on avait une ambition chapeau qu'on devrait mettre en avant, c'est vraiment l'ambition de continuer à contribuer à la construction d'une économie durable pour notre pays. Une économie durable. C'est quoi pour nous une économie durable? Pour nous, elle tient à 3 facteurs clés. Premièrement, une économie durable, c'est une économie où, au niveau de nos choix macroéconomiques, au niveau de choix économiques, on s'assure toujours de privilégier le long terme au court terme. Une économie durable, c'est aussi une économie où il y a une place pour tous, dans le respect et dans l'écoute. Une économie durable, c'est une économie où le partenariat social fonctionne sans préjugés et sans confrontation stérile. Finalement, troisième pilier de l'économie durable, pour nous, une économie durable est une économie où aussi on a le courage de faire des choix. Vous savez bien que choisir, c'est renoncer. Faire des choix de développement. On ne peut pas tout faire à Maurice. Et clairement, dans nos choix, ce qui doit toujours nous guider, c'est de vraiment faire des choix qui respectent notre île et sa beauté, et évidemment des choix qui respectent aussi les Mauriciens et les Mauriciens. Finalement, on veut vraiment faire de Maurice un exemple, je pense, au bon sens du terme. Je disais à quelques personnes ici présentes que hier, j'ai eu l'occasion d'aller voir un film, un documentaire qui sera projeté dans les jours qui viennent au MCI à Trianon, qui s'appelle Mystic Mauritius. Et je vous recommande vraiment d'aller voir ce film, parce que c'est un film qui part depuis la création de Maurice, au fait, avec le développement, etc., et qui montre à quel point, je ne vais pas vous raconter tout le film, mais à quel point finalement Maurice est vraiment une île
tout unique, où on a plein d'assets extraordinaires, qu'on a su dans bien des cas préserver, on a malheureusement un peu détruit dans d'autres. Mais avant tout, c'est un film qui, en tout cas, moi personnellement, m'a rappelé à quel point chacune de nos actions peut influencer de manière positive ou négative l'avenir du pays, la beauté du pays, le tir formidable qu'on a. Et je pense que c'est un film que vous, en tout cas la presse, vous devriez aller voir et peut-être contribuer à faire connaître ce film pour que le maximum de personnes le voient. Alors, je vous ai parlé des 3 piliers pour Business Mauritius et l'économie durable. Ben, ça tombe bien, parce que ces 3 piliers sont les 3 piliers qui ont fondé l'idée même de la création des 3 commissions. Comme vous savez, on a une commission sur l'économie qui est présidée par Gilbert Nyami. On a une commission sur le Social Capital qui est présidée par Patrice Levéry. Et on a une commission sur le Sustainable and Inclusive Growth qui est présidée par Philippe Assuémol. Ces 3 commissions, j'aimerais quand même put on record, en mon nom personnel, au nom de Business Mauritius, notre appréciation et remercier mon prédécesseur, Arnaud Dallet et Raj Makul, avec le conseil de l'époque, qui ont eu l'idée de mettre sur pied ces commissions, parce que c'est vraiment 3 commissions où il y a un travail de fond sur tous les dossiers, data-driven, evidence-driven. On essaie vraiment d'arriver à des résultats concrets. Et aujourd'hui, donc, vous aurez un aperçu du travail d'une de ces commissions, qui est le SID Commission. Je vais repasser la parole à Kevin et ensuite à Philippe. Je voulais encore vous remercier de votre présence et merci de votre soutien. Je crois que le sujet d'aujourd'hui, Sustainable and Inclusive Growth, c'est un sujet qui doit être un sujet de consensus. Et je compte évidemment sur vous tous pour apporter votre clair, l'édifice et qu'ensemble, on continue de contribuer à une économie, à une île Maurice encore plus belle et encore meilleure. Merci beaucoup. Merci Cédric. Quelques mots de ma part, peut-être dans l'esprit des 3 commissions, se dire que ça a été vu comme une nécessité pour que la communauté des affaires puisse dégager une vision long terme sur 3 thèmes que nous pensons, si nous les accomplissons correctement, si nous avons les bonnes stratégies, les bons projets, les bons accompagnements sur ces 3 thèmes, nous arriverons à une économie, à une île Maurice durable à long terme. Donc le développement économique, extrêmement important bien sûr pour nous dans plusieurs aspects, mais aussi le développement du capital social, donc tout ce qui concerne la relation entre l'employeur et l'employé, tout ce qui concerne les méga-trends dans le monde du travail, le future of work, comment est-ce que les nouvelles technologies sont en train d'impacter sur le type de travail, le type de compétences qui sont nécessaires dans le moyen long terme. Toutes ces réflexions sont en train d'être faites par un groupe de 45 chefs d'entreprise et hauts cadres qui se rendent compte d'une façon complètement désintéressée, donc volontaire, non rémunérée, pour apporter de leur temps, de leur expérience, de leur savoir-faire, afin de léguer à Business Mauritius et à travers Business Mauritius dans ce dialogue privé-public quelque chose qui concrètement représentera les avancées que la communauté des affaires voudrait voir dans notre île Maurice de demain. Alors il y a eu beaucoup de rencontres formelles, informelles, de débats d'idées privé-privé, privé-public, et on est arrivé aujourd'hui avec 55 idées, initiatives que nous allons mettre en place sur l'année à venir. Ces idées prennent la forme des propositions budgétaires donc, que nous avons déjà soumises en grande partie à l'État lors d'une consultation budgétaire. Nous avons aussi des transformations que nous aimerions mener un petit peu plus long terme, transformations à plus long terme dans le cadre réglementaire. Il y a des projets pilotes que nous pensons qui peuvent être développés avec rapport, avec l'aide des différents stakeholders du secteur privé. Finalement, nous avons des recommandations que nous souhaiterons mettre en place comme guidelines pour la communauté des affaires. Donc, ces 4 types de véhicules
seront utilisés pour pouvoir concrétiser ces idées qui ont été dégagées en des actions concrètes et pérennes pour la Coupe des affaires et pour les Maurice durables. Donc on aura pour le social capital, pour le social capital, on pense organiser un workshop en juillet où on pourra débattre sur ces thèmes qu'on a identifiés. Il y a un travail qui continue, il y a des très très beaux projets qui sont en train de se dégager autour de la valorisation de la fonction RH dans le monde des affaires. Pour l'économie, il y a plusieurs enjeux qui sont en train déjà d'être débattus et d'autres qui sont un petit peu plus long terme, que ce soit par rapport à l'énergie, que ce soit par rapport à la démographie et à la pension, et sur une stratégie africaine et des mesures sectorielles que nous souhaiterons mettre en place. Donc, grosso modo, c'est un petit peu un petit avant-goût des deux autres commissions, et sans plus attendre, je passe la parole à Philippe pour nous expliquer en plus grand détail le travail de la commission Sustainable Development. Merci Kevin, merci Cédric, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Moi, je vais prendre une vingtaine de minutes pour vous poser un peu le contexte d'abord de notre travail, partager l'équipe avec qui nous travaillons et les sujets de focus, et prendre du temps sur 4 sujets prioritaires chez lesquels nous voulons travailler de manière immédiate. Alors au niveau du comité développement durable inclusif du pays, nous pensons que Business Mauritius et ses membres peuvent vraiment aider le pays à surmonter les fléaux environnementaux et sociétaux qui nous incombent. La décision de lancer l'initiative du CSA, vous vous rappelez, est dans le contexte d'un cadre émergent sous le ministre des Finances d'alors en 2009, a démarré un processus qui a encouragé les entreprises privées à vraiment contribuer vers tout ce qui peut soulager la misère et offrir une branche de salut aux plus démunis de la société et réduire l'écart entre ceux qui en ont plus et ceux qui en ont moins. Depuis, les sujets environnementaux sont venus rapidement se placer au devant de la scène, posant des challenges d'envergure à la planète. Et nous serons rapidement d'accord que le constat pour l'île Maurice au niveau environnemental est alarmant. Selon un rapport de World Risk Report de 2007, nous sommes classés au 13e rang des nations les plus vulnérables face au changement climatique qui affecte notre planète. C'est quand même quelque chose de significatif. Selon certaines mesures qui ont été effectuées par des organismes réputés dans l'océan Indien, les dégâts annuels concernant les îles de l'océan Indien s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars. Donc on est déjà dans une situation où ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique vient nous perturber de manière importante. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec ces fléaux, et l'appauvrissement de nos îles, qui sont placées de plein fouet, ce sont les couches les plus vulnérables qui prennent du temps à se relever et qui souffrent davantage par rapport à ces problèmes. Toujours par rapport au constat, nous notons qu'il y a déjà 633 millions de roupies qui sont collectées par l'État par an sur des sujets qui touchent à la protection de l'environnement et au désir de s'occuper de ces fléaux qui concernent l'environnement. Il y a une taxe de 0,85% du chiffre d'affaires qui représente 333 millions de collectes par an, 2 roupies par bouteille sur les PET et les bouteilles plastiques, représentant encore 230 millions de roupies par an, un Environment Protection Fee sur tout ce qui est mobile, batterie, pneus, concassage de pierre, représentant encore 70 millions par an. Ça fait 633 millions de roupies collectées dans le contexte du combat contre les fléaux qui touchent l'environnement et qui se fondent tous les ans dans le budget de l'État sans être redirigés vers des sujets qui nous concernent et là où l'environnement en a vraiment besoin. Nous souhaitons, avec l'appui de nos membres, offrir des réponses aux problèmes environnementaux et sociétaux à l'échelle de notre île. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu le contexte. Et nous travaillons au niveau de la commission depuis un peu moins d'1 an.
Les sujets, comme vous pouvez penser, sont vastes. Il y a beaucoup de choses à couvrir. Nous avons une équipe qui est constituée d'une quarantaine de volontaires, regroupés sur 6 thèmes prioritaires et majeurs que nous avons retenus à ce stade. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas, au fil du temps, revoir ces priorités, en ajouter d'autres, éliminer quelques-unes en fonction des progrès. Mais nous avons décidé, avec l'équipe présente autour de moi, de nous consacrer d'abord, en premier lieu, sur le traitement et la gestion des déchets. Vivian Serrette, à ma droite, s'occupe de mener ces réflexions avec une équipe de volontaires. Le deuxième étant l'énergie renouvelable et l'émission de CO2, avec Sid Sharma comme président. Il n'est pas là aujourd'hui. Et on s'efforcera de répondre à toute question en équipe des sujets que vous auriez. Le développement économique inclusif, en gros, le thème du CSA traditionnel, qui est mené par Harold Mayer. Aujourd'hui, Myriam Griffiths, à gauche, qui le remplacera et essaiera de répondre au mieux à vos questions et écouter vos suggestions. La préservation de la côte et la génération des lagons, avec Jean-Marc Lagesse comme président, à gauche. Le développement durable des villes et de la communauté, avec Tony, encore une fois à ma gauche. Et l'agriculture intelligente, présidée par Jacqueline Sauzier, à ma droite. Donc voilà, si vous voulez, les 6 thèmes les plus importants que nous avons pour nous, pour arriver à surmonter ces grands sujets. Il nous faut travailler en triangulaire. Il faut travailler d'une part avec l'État, la communauté des affaires et le grand public en général. C'est essentiel d'obtenir une adhésion, une cohésion pour arriver à avoir des réponses qui sont à la hauteur des difficultés auxquelles nous avons à faire face et que nous avons identifiées. Il est vrai que lorsqu'on parle du développement durable et inclusif, on a tendance assez rapidement, assez facilement à lever les yeux, puisque ce sont des sujets qui se mettent en place et qui se déroulent au fil du temps. On voit venir malheureusement un peu tardivement dans le monde et à l'île Maurice, on prend conscience qu'on est déjà en train d'affecter certaines choses, mais de manière assez tardive. Toutefois, en levant uniquement les yeux vers le long terme, ça ne nous permet pas nécessairement d'agir tout de suite. Et une des difficultés, c'est de trouver des formules pour s'attaquer au plus pressé. Donc, dans la troisième partie de mon intervention, je vais vous donner un petit peu la liste de quelques projets qui nous pensons font partie des enjeux les plus pressés sur lesquels nous voulons travailler et pour lesquels nous avons déjà des propositions. Il nous faut des résultats, d'où l'idée d'être pragmatique et de faire que la communauté des affaires travaille vraiment avec ses membres, ses 1200 membres, représentant, je crois, 120 000 personnes et employés, qui nous permettent vraiment, potentiellement, d'avoir un impact assez rapide si nous réussissons à avoir l'adhésion des membres sur les sujets que nous avons identifiés. Le comité est arrivé après un an avec près de 30 idées que nous souhaitons explorer, que nous pensons valables d'explorer. 27, je crois, ont été retenues à ce stade. Et aujourd'hui, nous allons passer sur 4 grands sujets. Le premier sujet étant la création d'une économie circulaire pour le traitement des déchets, solides et liquides. Le deuxième étant la réduction de consommation d'énergie et d'émissions de CO2 par les véhicules et par les entreprises. Le troisième étant l'évolution du cadre CSA. Et le quatrième, la préservation des côtes et la génération des lagons. Sur chacun de ces 4 topics, je vais quand même brosser un petit tableau du contexte et vous donner quelques idées d'initiatives que nous voulons mettre en place avec nos membres. Alors, sur le traitement des déchets solides et liquides, alors que nous annonçons l'ambition au niveau national de passer d'un middle income à une high income country, je pense qu'aucun Mauricien vraiment est capable d'être insensible à l'extrême saleté que nous vivons dans beaucoup d'endroits où nous vivons, que ce soit les villes et d'autres lieux du pays. L'indiscipline ambiante par rapport à la population, le manque de structure pour la collecte, les challenges sur le tri des ordures, le tri sélectif et éventuellement en bout de chaîne de traitement. Notre développement et notre succès à long terme sur la partie durable passe par de nouveaux comportements. Et en ce moment, les comportements ont tendance à faire que nous consommons davantage et que nous produisons davantage de déchets. Il faut à tout prix trouver de nouvelles solutions
afin d'endiguer la production d'ordures que nous connaissons. Il semble y avoir urgence, je pense que ça fait l'unanimité. Alors nous proposons donc de mettre en place le plus rapidement possible les éléments d'une économie circulaire qui permet à des circuits économiques de se mettre en place et d'inclure la notion du recyclage, du traitement des déchets comme étant une activité économique à part entière. Je vous parlais des 633 millions de taxes PSU. Nous souhaitons qu'une partie de cet argent, voire à terme la totalité de ces fonds, soit redirigée de manière spécifique et pratique vers la création de ces filières, les filières les plus critiques. Nous sommes prêts à discuter de ces éléments-là au fil du temps, afin de trouver des solutions, tout en acceptant que ça ne peut pas se créer nécessairement overnight. Alors, pour y arriver et créer ces chaînes de valeur, nous avons 3 grandes initiatives que nous proposons. La mise en place d'un budget additionnel au niveau national afin d'augmenter de manière significative la présence et l'installation des poubelles dans les villes, les plages et d'autres lieux qui resteraient identifiés. Que l'État mette en place à disposition 25 terrains à bail pour la création d'un réseau de 25 déchetteries à travers le pays, où les PME gèrent ces lieux avec un investissement à être identifié. Ceci afin de faciliter l'accès aux PME et aux particuliers pour déposer leurs déchets dans des lieux appropriés et qui soient aussi de proximité. Améliorer la logistique, l'accès aux déchets, faire une meilleure collecte des déchets, réduire la pollution dans les cours d'eau qui entraîne et qui emmène des déchets flottants vers la mer, avec les dégâts que vous connaissez. Empêcher qu'on ait du dumping un peu partout à travers l'île, encourager la filière des traitements et sensibiliser la population. À terme, nous pensons vraiment que la création de ces chaînes de valeur pourront vraiment construire de nouveaux points économiques et nous permettre d'augmenter et de créer des emplois. Alors, au niveau pratique, la 3e initiative à ce niveau-là est proposée par 5 voire 6 membres volontaires initiaux afin de mettre en place un projet pilote de tri sélectif dont on a parlé tout à l'heure. Donc il s'agit de IBL, Rogers, Eclosia, Lille et Rosé Transport qui se proposent de mettre en place avec effet immédiat un projet pilote pour le tri sélectif et la collecte permettant de récolter des volumes et d'offrir à des acteurs des volumes suffisamment importants pour alimenter les filières de recyclage qui existent en ce moment et qui pourraient aussi se mettre en place. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces volontaires représentent un peu plus de 32 000 employés, donc c'est quand même significatif, et nous pensons qu'assez rapidement, on pourrait faire appel à d'autres afin de rendre le projet scalable. Alors, lorsqu'on regarde au niveau de nos membres, les sujets les plus intéressants à moyen terme, voire tout de suite, c'est le recyclage du carton et du papier, le recyclage des déchets électroniques et électriques, le traitement des produits plastiques, les caoutchoucs et les pneus de véhicules. On peut toujours aller vers les bouteilles en verre, les huiles usées, mais petit à petit, on attaquera les 4 ou 5 éléments, les matières les plus importantes qui nous permettra de créer ces solutions. Alors le deuxième sujet est l'énergie renouvelable et l'émission du CO2. Aujourd'hui, les sources non renouvelables d'énergie représentent 85% de nos besoins énergétiques et la consommation nationale. Nous recommandons l'amélioration rapide du cadre pour encourager la production d'énergie renouvelable et que des initiatives qui sont déjà en place et qui peuvent être accélérées soient mises en place pour réduire les consommations d'énergie à l'échelle individuelle des entreprises et au niveau des foyers pour qu'on ait un impact national important. Nous pensons, et il semblerait que le gouvernement souhaite avancer dans le même sens, ce qui nous aidera forcément dans la tripartite. L'impact serait forcément multiple, avec une importation et une dépendance réduite par rapport à la consommation des carburants, réduction des émissions de CO2 polluants, développement des secteurs photovoltaïques et véhicules électriques,
peuvent se faire, on pense, assez rapidement. Transfert de technologie, sensibilisation du public. Alors, le transport terrestre, selon nos mesures, contribue à 37% de la consommation d'énergie et à 25% de l'émission de CO2. L'importation de l'essence et du diesel pour alimenter le secteur nous coûte plus de 8 milliards par an. Nous avons à peine 50 véhicules électriques sur nos routes. Chaque voiture électrique qui serait introduite nous permet d'économiser un peu plus de 25 000 roupies d'importation d'essence par an. Si nous arrivions à créer un cadre et un circuit fermé avec plus de 5 000 véhicules, ce serait plus de 130 millions de roupies d'économie par an. C'est pas négligeable. Et je pense que c'est le genre d'initiative que nous devrions essayer de mettre en place afin vraiment d'avoir des résultats probants là-dessus. C'est pas trop difficile selon nous. Alors pour arriver à ce que ces propositions prennent une tournure pragmatique, il nous faut avoir un environnement qui soit suffisamment favorable pour l'achat de véhicules électriques, qui puisse permettre le chargement solaire dans des points multiples à travers le pays. Et forcément, lorsque je parle de la partie énergie solaire, il y a la production, mais il y a aussi l'installation des bornes permettant le rechargement à travers l'île. Donc c'est une mesure forte parce que le secteur du transport est un des secteurs et un élément les plus polluants où on peut faire la différence assez rapidement. Il y a pas mal de choses qui ont déjà bien évolué qui nous permettraient d'aller assez rapidement avec le concours de tout un chacun. Ensuite, nous avons la continuité du programme national d'efficacité énergétique où il y a un Business Mauritius qui a porté un effort important, où le programme national d'efficacité énergétique a pour objectif d'accompagner l'entreprise mauricienne vers l'efficacité énergétique et pour favoriser la création d'un écosystème qui soit plus respectueux de l'environnement. Dans ce registre, il y a 89 audits qui ont été déjà entrepris et ces audits auprès de nos membres indique qu'il serait possible de réduire avec certains ajustements, certains efforts, certains investissements dans les bonnes solutions, de réduire les consommations des opérateurs économiques par environ 30%. Donc c'est pas négligeable, ça représente des montants phénoménaux. Ces audits ont été confiés à l'Agence française de développement et à l'Union européenne qui nous ont soutenus et nous sommes maintenant en train de chercher des solutions clés afin de mettre en place des financements additionnels pour faire que les investissements soient entrepris pour aller vers cette réduction de consommation. Troisième élément étant le développement économique et inclusif, donc le CSA traditionnel. Le combat contre la pauvreté et l'inclusion sociale par rapport aux plus démunis et les plus faibles est clairement un enjeu d'envergure auquel on est attaché. L'engagement du monde des affaires relatif au CSA a pris une tournure croissante ces 10 dernières années. Nous avons clairement bougé vers la notion d'une philanthropie avec des interventions relativement micro, allons dire, entre deux personnes et avec des petits groupes de personnes pour aller vers des véritables structures afin d'accompagner dans la durée des sujets qui ont été identifiés et qui méritent du soutien. Là où la communauté at large, gouvernement, communauté des affaires, n'ont pas réussi au fil du temps à endiguer ces problèmes de pauvreté. Donc nous pensons que ces structures ont bien évolué, nous pensons que nous avons de bons résultats et qu'il est impératif de maintenir et de s'assurer que les moyens sont maintenus au niveau de la communauté des affaires pour continuer sur le long terme. Ces choses-là ne se résolvent pas à court terme, ce sont des initiatives qui doivent être maintenues dans la durée afin d'améliorer les conditions de vie, afin d'améliorer l'inclusion à travers des initiatives d'intégration et d'autonomie. Pour vous donner un exemple sur l'envergure des contributions, pour la seule année 2017, nous avons fait un effort de retenir 8 des fondations les plus actives au niveau national, notamment Business Mauritius, Terra, ENL, Rogers Foundation, MCB Forward, Ciel Nouveau Regard, Alteo, la Fondation Solidarité,
Ces 8 fondations, seules en 2017, ont contribué 123 millions de roupies vers ces initiatives de soutien par rapport au CSR et aux plus démunis. Nous sommes convaincus que ces initiatives ont soulagé plusieurs. Il est évident que toute la communauté mauricienne en bénéficie, mais forcément, le gros de ces moyens a été vers des causes bien identifiées et nous sommes convaincus que ces moyens ont été bien gérés pour donner un résultat maximum. La communauté des affaires souhaite continuer ses efforts afin de continuer à soutenir et à alléger les causes sous-jacentes de la misère et de la difficulté que certains de nos concitoyens vivent tous les jours. Avec la vision de faire de Maurice un exemple mondial de collaboration à travers la société pour assurer la croissance inclusive, la communauté des affaires serait donc plus que disposée, capable de continuer à jouer pleinement son rôle dans la lutte contre la pauvreté. Ce qui m'emmène au quatrième thème, auquel je souhaite apporter votre attention, c'est la préservation des côtes et la régénération des lagons. Nous voyons que nous sommes proches d'un point de non-retour au niveau de la condition de nos lagons. 75% de nos récifs coralliens sont endommagés. La plupart des 75% sont presque morts. La bonne nouvelle, c'est que nous voyons maintenant au niveau international la possibilité de régénérer les lagons. Il y a beaucoup de techniques qui existent et qui permettent vraiment une régénération, même si nous sommes arrivés bien loin. Il n'est pas trop tard et il faut un sursaut de réponse à la hauteur des enjeux de notre pays. À continuer à ce rythme, plusieurs de nos plages continueront d'être affectées et dans 25-30 ans, on n'est pas sûr de pouvoir léguer à ceux qui arrivent après nous ce que nous avons nous-mêmes reçu. Donc le travail doit être fait pour nous aider à permettre aux lagons de se régénérer et à travers cette régénération de protéger l'environnement côtier. Les actions à mener, nous pensons, sont urgentes. Nous pouvons assez facilement nous complaire dans le statu quo en pensant que c'est tellement difficile, ça semble tellement insurmontable qu'au final, à prendre des risques d'ajuster nos pratiques ou nos façons, ce serait peut-être potentiellement endommager davantage l'état des choses. Chez Business Mauritius, nous pensons que le statu quo est l'endroit le plus dangereux et qu'il nous faut vraiment à tout prix repenser nos manières d'agir et nous assurer que les causes de dégradation qui sont aujourd'hui connues soient adressées de manière structurée afin de changer notre comportement et le résultat sur l'état des lieux. Alors, c'est un sujet quand même complexe. Le travail est compliqué puisque au niveau national, il y a pas moins de 14 autorités différentes qui sont concernées par les enjeux du lagon, par des enjeux de travail sur nos plages, des enjeux de la vie des plaisanciers sur le lagon et sur nos plages. Donc, c'est pas évident pour les plaisanciers comme pour les opérateurs de s'attaquer à ce problème-là tout seul. Donc, afin vraiment d'y arriver, nous avons besoin de continuer à travailler en tripartite. Selon nous, il y a 4 initiatives d'envergure qu'il nous faut mener tout de suite. Nous devons développer un plan stratégique national qui sera axé sur la préservation de notre lagon et de nos plages. Pas mal de travail et d'études qui ont déjà été menées, qui nous permettraient d'aller assez vite. Nous préconisons une enquête additionnelle méthodique dirigée vers nos lagons et notre écosystème afin d'avoir un diagnostic encore plus pointu. Il nous faut revoir et simplifier les rôles et les responsabilités des acteurs clés. Il y a pas mal d'acteurs en place, mais ce n'est pas évident de comprendre qui prend la responsabilité de quoi. Il est important de mettre de l'ordre là-dedans afin de pouvoir agir de manière plus responsable et mettre en œuvre les régulations liées aux lagons et aux plages. La 4e et dernière notion, c'est la mise en œuvre d'un groupe de travail
public-privé afin de revoir le cadre légal et les procédures pour effectuer les travaux de préservation des lagons et des plages. Donc, voilà, si vous voulez, les sujets, le contexte dans lequel nous avons démarré nos opérations, la manière avec laquelle nous travaillons. Nous nous rencontrons plus une fois par mois presque, certaines fois une fois tous les 2 mois au niveau de la commission au complet. Et en un mois, nous avons quand même battu pas mal de travail. Et ces 4 grands sujets à l'intérieur des 6 thèmes que nous continuerons à explorer représentent, si vous voulez, ce que nous pensons que nous devrions faire assez rapidement afin de pouvoir avoir des résultats pragmatiques tout en continuant à réfléchir sur le long terme sur les choses qu'on pourrait faire afin d'avoir un impact positif sur la notion du développement durable et inclusif. Je vous remercie de votre attention et je vous passe la parole à Kevin. Écoutez, ce que j'aimerais faire, si possible, c'est ouvrir des questions, peut-être pas par round de questions. Donc si je peux avoir 3-4 questions, on les regroupe et à ce moment-là, on identifie les thèmes communs, on peut les prendre et on fera une deuxième round après pour multiplier autant de temps qu'il faudra. On le fait comme ça. Daniel nous fait remarquer que dans le press kit, il y a une liste des initiatives, donc qui vous permettra d'avoir le détail sur toutes les initiatives qui sont envisagées et pour la commission. Et donc Philippe vient de faire. Ouvert aux questions si on a été parfaitement clair et limpide, ça ira aussi. Il y a dans toute sa présentation, il a fait mention de 75% de nos lagons, de sites qui sont endommagés, ou bien presque à l'état pas d'abandon, mais irrécupérable. Est-ce que les autorités sont au courant de cet aspect-là et à quelle vitesse va-t-on agir pour empêcher qu'on n'arrive pas à voir de non-retour? Et qu'on dit 75%, ça commence où? Ça se termine. Dans ma sagesse, écoutez, cette question d'abord, il faut préciser que alors, nous, on sait que les autorités sont compétentes, ils sont au courant de ce qui se passe. On va le savoir, évidemment. Je pense que Philippe a bien précisé, c'est que il y a un constat qui est fait, il y a un constat qu'on va continuer à faire de manière d'être encore plus précis sur le bilan, à mon dire, sur ce qui se passe. Et le plus important à retenir, c'est qu'on sait qu'il existe aujourd'hui des méthodes et techniques qui permettent, qui ont fait leur preuve et qu'on peut régénérer les récifs et certainement voilà. Donc ça c'est, je crois là, si je peux dire pour une question. Ce que je voulais savoir, c'est que quel est le niveau que nous avons, quel niveau d'année 1, 2, 3, se mettre sa propre parce que comme on dit quand même 75%. Je crois que c'est difficile, 75%, déjà ça dépend si on dit si on parle sur le cyclone, oui, on dit qu'on est en alerte rouge. Certainement. Là, on parle de Maurice nous, c'est le sujet, mais je pense que oui, c'est un problème qui concerne la planète en général et les océans. En plus, le réchauffement climatique, ça n'aide pas aussi la vie des corps. Voilà. Mais est-ce que c'est pas des activités nautiques, ça veut dire kitesurf, surf, ou bien c'est une dégradation un peu naturelle? Il y a deux grandes notions. Il y a la notion de ce qui se passe à l'échelle de la planète. Malheureusement, à ce niveau-là, on n'est pas les plus gros pollueurs au niveau de la planète. On est quand même relativement petits pollueurs à ce niveau-là. Il n'y a pas des masses que nous pouvons faire, si ce n'est que d'alerter au niveau mondial le fait que les petits États insulaires comme nous sont extrêmement vulnérables par rapport à ce qui se passe dans le monde entier. On a vu qu'on est 13e parmi les plus vulnérables. Il y a des pays beaucoup plus grands que nous, beaucoup plus pollueurs que nous, qui sont moins concernés que nous parce qu'ils ne sont pas
au même rang de vulnérabilité. Donc il y a des sujets au niveau international où il faut savoir faire entendre notre voix par rapport à l'impact sur nos vies en tant que Kilois. Ensuite, il y a des choses plus micro qui sont plus proches de nous. Et nous savons que nous avons des pratiques aujourd'hui au niveau des plaisanciers, au niveau de plusieurs communautés qui vivent des lagons différemment. Peut-être il y a la partie de la pêche, la partie du tourisme, la partie des plaisanciers au niveau local, et que nos comportements dans le lagon ne sont pas exemplaires. Nous avons aujourd'hui pas mal de sujets par rapport à la manière avec laquelle nous respectons le corail, qui est une matière vivante, qui vraiment cause préjudice à ce qui nous reste. Donc, je pense que si on ne peut pas faire autant par rapport à ces facteurs externes qui sont si vastes et dont nous sommes largement récipients et petits contributeurs, ce n'est pas une raison pour ne pas mettre tous les moyens en place afin de protéger ce qui nous reste et essayer de régénérer ce qui est capable d'être régénéré. Nous avons quelques lagons à l'île Maurice qui sont encore extrêmement bien protégés, qui sont porteurs d'espoir, où toutes les différentes espèces de coraux, de coquillages et de poissons sont encore bien en place. Nous courons le danger à vivre le statu quo, de mettre en péril, avec nos actions à nous, de manière plus micro, la survie de ces éléments tellement précieux par rapport à nos vies individuelles et le plaisir de ces vies, mais aussi par rapport aux impacts économiques potentiels sur toute une industrie, notamment l'industrie du tourisme. Donc il n'y a pas que à blâmer la planète, il y a aussi à prendre nos responsabilités. Je pense qu'au niveau national, nous avons aujourd'hui la conscience au niveau du gouvernement et la mesure qui indique que ce diagnostic est le bon. On peut toujours l'approfondir, l'améliorer. Ce qui est plus compliqué, certaines fois, c'est d'avoir le courage de tenter de nouvelles choses, parce qu'on est arrivé à un degré où il faut tenter de nouvelles choses. Si nous n'essayons pas de nouvelles choses, on ne saura pas quelles peuvent être les réponses positives qu'on pourrait mener. Jean-Marc, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense que c'est important de préciser que souvent ces genres de messages, ça peut peut-être faire un peu peur aux plaisanciers, à toute l'économie qui vit autour du tourisme, en l'occurrence, et de la cause. Pour l'instant, on ne préconise pas, on est encore loin de préconiser quelque chose sur les études, on ne préconise pas d'arrêter de l'activité. Mais je crois que c'est surtout notre façon d'agir par rapport à cet environnement. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de travailler sur nos comportements. C'est pas d'arrêter, c'est pas de dire tu vas plus faire du bateau, tu vas plus aller pêcher ou tu vas plus aller faire une plongée, mais c'est comment se comporter dans cet environnement sans endommager l'écosystème existant. Il y a un comité national qui s'appelle ICZN qui travaille sur ces sujets et qui réfléchit à toutes ces difficultés par rapport aux zones côtières et à l'intégration des zones côtières avec les lagons et voir comment faire au mieux par rapport à ces challenges. Je sais que le sujet est polémique actuellement, la construction d'hôtels sur les plages. Je ne vais pas prendre un cas qui fait l'actualité, mais ça aussi, est-ce que vous avez regardé si ça a eu un impact, le fait que les hôtels 5 étoiles, 4 étoiles sont carrément presque pieds dans l'eau, pas eu un impact sur le corail? Est-ce que vous avez fait cette étude-là pour dire qu'il faudrait peut-être reculer un peu les hôtels, les mettre de l'autre côté de la rue pour qu'on ait un peu, on sort de 75, on revient peut-être à 70, peut-être dans quelques années? On n'a pas toutes les solutions, forcément. Tout ce qui vient encroach de manière agressive vers les lagons, vers les coraux, vers la vie marine, doit être réfléchi par rapport à ce que nous avons fait. Qu'il y ait eu des erreurs commises par rapport à des notions de construction trop proches des lagons, trop proches du rivage. Je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe avec la montée des eaux, nous réalisons qu'il y a eu des sujets. Ces sujets datent d'un legacy, datent d'une histoire qui tiennent en compte, bien évidemment, toute
tous les regains que nous avions il y a 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, et nous devons maintenant réussir à surmonter ces difficultés ensemble. Si je peux emmener un complément d'information, peut-être pour bouger sur d'autres sujets, ce que nous préconisons au niveau de cette commission par rapport au lagon, c'est tout d'abord un plan national, un plan stratégique national, où tous les partis sont on board pour arriver à une solution pour la préservation du lagon et de nos plages. Et cela devrait être suivi avec une enquête méthodologique. C'est ce qu'on vient de dire. Et cette enquête méthodologique, elle est dirigée vers notre lagon et vers les écosystèmes autour. On ne peut pas regarder un problème en isolation. Il faut comprendre, from reef to reef, quels sont les impacts écosystèmes. Donc, c'est le travail, c'est la solution quelque part qui est préconisée par cette commission sur les lagons. Maintenant, s'il s'agit des choses un petit peu plus spécifiques, on ne commentera pas ici sur des points qui sont spécifiques sur des questions ci et là. Mais en tout cas, il est clair que tout projet à Maurice qui impacte sur l'environnement doit passer par un Environmental Impact Assessment. Et c'est des procédures que nous recommandons qu'ils soient suivies dans tous les cas et s'assurer qu'aujourd'hui on a un visage plus ouvert pour regarder ce type de choses. Donc, généralement, nous préconisons une approche holistique autour de ces développements qui peuvent impacter sur la préservation de la lagon et des plages. C'est sur autre chose? Peut-être un dernier élément important que ma collègue, le dernier élément important que ma collègue Marianne m'a dit, pas oublier que les lagons aussi, les productions de la pollution de lagon, c'est tous les produits chimiques qui viennent de lagon, dans les rivières, par nous, etc. C'est aussi ça avec un on peut passer sur un autre sujet peut-être aussi. Vous parlez des déchets. Oui. Déchets? Ça fait des années qu'on parle de projets, toutes sortes de projets, mais on ne voit jamais la concrétisation. Alors si je peux dessus, peut-être les notes de Philippe sont déjà dans le press kit, on ne va pas refaire la présentation, mais ce qu'on est en train de dire de nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a un pilote de 5-6 sociétés, compagnies mauriciennes qui représentent à peu près 32 000 employés qui veulent se mettre ensemble pour travailler sur certaines priorités en termes de valorisation des déchets, notamment le office waste, si je ne me trompe pas, et autres. Ah, il vient, allez-y. On va donner quelques tips dessus rapidement. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que d'abord, au sein de notre comité, au sein de Business Solutions, on a un objectif très clair. C'est dans moyen terme, nous assurer que chaque entreprise du secteur privé soit pratiquement dans une situation où aucun déchet de ces entreprises ne part dans des landfills. C'est un rêve, mais c'est un rêve réalisable et c'est capital pour nous. Donc, les premières entreprises qui vont faire partie de ce projet pilote vont être les premières à essayer de prouver que c'est possible. Et on va le faire. Et je connais des entreprises qui sont déjà réussies à être pas loin du zéro déchet en landfill. Le challenge qu'on aura, c'est que pour pouvoir atteindre ça, il faudra faire un tri de déchets, savoir les classifier, et savoir après trouver des filières de recyclage. Alors il faut comprendre que le déchet, ce qu'on appelle le déchet, pour beaucoup, ça a une connotation négative. Or, le déchet a une valeur commerciale. Et notre but, c'est de redonner au déchet la valeur commerciale qui va lui permettre par la suite de créer sa propre filière de recyclage et de revalorisation commerciale. Dans certains pays, aujourd'hui, il y a des compagnies qui achètent des déchets pour les recycler et ça fait des clusters d'industrie. Si je prends par exemple le caoutchouc, les pneus de voiture, il y a plus de 40 000 pneus de voiture qui sont remplacés par an à Maurice. C'est énorme, ça représente un gros tonnage. Si on les recycle, ça permet des usines de semelles de chaussures, des usines de bancs en plastique, des usines de carpet, des usines de jeux d'enfants en plastique recyclé. Notre but, c'est d'arriver à prouver ça. Donc, nous allons commencer, comme on l'a dit, par les 6 grosses compagnies qui représentent déjà 32 000 personnes, c'est énorme.
mais nous avons touché plus large, parce que certaines de ces compagnies vont aussi ouvrir leur peine, leur tri, à tout leur personnel. Parce que si demain, ces 32 000 employés sont au courant qu'ils peuvent venir avec leurs déchets de chez eux, trier pour être mis dans ces bennes, ça va faire encore double effet. Et on ira plus loin. Et le but, c'est qu'après, chacun de nos employés soit lui aussi un avocat du tri et du recyclage des déchets dans le milieu. Le but, c'est de prévoir c'est de clean Mauritius. Donc voilà un petit peu en bref ce qu'on peut faire. Vous avez une question? Deux questions. Le but, c'est qu'on a beaucoup de recherches qui sont faites au MRC, aux recherches d'instituts, etc., au Celebrity Institute, à l'UOM. Mais toutes ces recherches-là, finalement, on pose la question, est-ce que les étudiants qui sont diplômés, est-ce que les personnes qui sont dedans arrivent à concrétiser, à sauter le pas, à devenir des entrepreneurs ou à la concrétisation de leurs idées, de leur travail? On parle de partenariat à l'extérieur, par exemple, Recherche Oceanography Institute, ils n'ont même pas le marteau de recherche, il faut qu'ils soient en partenariat avec l'Australie pour pouvoir connaître notre propre mer, on a parlé nationalement, on a parlé d'outils. Donc quelle est la part en fait d'interaction avec le corps scientifique qui existe à Maurice, les gens qui réfléchissent, ça fait des années qu'ils ont des propositions, des solutions, etc. Peut-être pas des solutions toutes faites, mais peut-être des pistes de recherche, on parlait de molécules, peut-être des différentes maladies, etc. Mais il faut aller en Afrique du Sud pour ça, alors qu'il y a quand même une richesse qui peut être ramenée à Maurice, etc. Mais quelle est la part d'interaction avec la communauté de recherche? Parce que je pense que pour le développement, il faut absolument qu'on réintègre les Mauriciens qui travaillent sur les sujets mauriciens et que la recherche soit valorisée. Je trouve que cette question peut-être dépasse le cadre de cette émission qui est plus sur le développement durable et les épreuves. Mais en deux mots, Business Conscious est partenaire avec le MRIC aujourd'hui sur tout un programme de recherche et d'innovation qui s'appelle le Collaborative Research and Innovation Grant, qui permet d'avoir un axe tripartite, un MRC d'un côté, l'État quelque part qui est le funder, on a le chercheur, le start-up, la personne qui a une idée, qui est le deuxième composant. Et troisièmement, c'est essentiel le travail. Donc l'entrepreneur, qu'elle soit une société ou une personne, essentiel de travailler avec un institut de recherche pour s'assurer que c'est dans certaines normes de recherche de qualité. Et ce tripartite arrive à dégager des projets qui sont extrêmement intéressants. Donc c'est sûr, on est sur la première année de ce modèle de travail. Je crois qu'on a de mémoire quelques 7-8 projets qui sont en considération au niveau de ce comité que BM co-chair avec le MRIC. Aujourd'hui, on va même un petit peu plus loin. On est en train d'essayer de développer des pôles d'innovation. Donc le pôle of Innovation Grant, c'est des sujets qui sont d'intérêt national, où on peut avoir peut-être une plus grande participation d'une unité de recherche avec l'État pour les développer. Et je pense que cette question, c'est peut-être pas directement ce si quelqu'un peut apporter un complément, c'est quelque chose qu'on peut prendre après. Jean-Marc, bien sûr. Pardon, moi, dans le cadre de mon comité, j'ai 3 pôles d'activité à vous dire. Donc, une, c'est tout ce qui concerne la législation pour la Corée des Lagons. Donc, ça, on a une équipe légale qui avocats, qui est aussi l'équipe. Et puis, on a toute une équipe qui gère tout le côté technique et scientifique, finalement, des lagons et du développement, et de la protection des lagons et du littoral. Donc, effectivement, le troisième pôle d'activité, c'est tout ce qui est sensibilisation, éducation, la population, des jeunes, de tous citoyens. Et une de nos priorités, c'est de définir tous les acteurs qui peuvent nous aider. Bien sûr, donc si tout ce qui est sur les domaines scientifiques, les ONG, tous ceux qui vont pouvoir nous aider, on va bien sûr utiliser leur matérialisme, le savoir. Bien sûr, on ne va pas le faire tout seul, on a besoin de ça pour nous assurer de nos questions.
cette agriculture parle de plus en plus de production sous serre. C'est réaliste? Est-ce que ça avance? Est-ce qu'il y a un résultat? C'est effectivement la production sous serre et un des points qui a été mis en avant par le ministère de l'Agro-Industrie pour contrecarrer le problème de ravageurs qui deviennent de plus en plus importants, de se protéger des pluies abondantes, de se protéger des pour réduire aussi l'utilisation de produits phytosanitaires. C'est une des techniques utilisées. Et ça rentre dans le cadre d'un projet plus vaste qui est de changer les pratiques agricoles pour qu'on puisse avoir des produits qui soient plus sains offerts aux consommateurs. Une des techniques, c'est des filets. Le filet peut être petit, peut être des produits sous serre. Donc c'est un des moyens qui a été mis en avant. Mais il faut voir ça dans un cadre beaucoup plus large, qui est que c'est un des moyens d'accompagnement pour qu'on change les pratiques agricoles de ces 8000 agriculteurs qui existent à Maurice, qui ont besoin et qui sont avides de changements de pratiques culturelles, puisqu'il y a la pression des consommateurs qui disent qui eux sont en demande de produits qui soient certifiés, qui soient sains. Et donc, une des réponses, c'est donc pour changer la pratique culturelle, c'est cet accompagnement en utilisant des outils qui soient différents. Les programmes de certification qui ont également été mis en place par l'État ou au niveau privé. L'État a mis en place Noriga, au niveau privé, on est en train de mettre en place avec le Made in Maurice, un Made in Maurice agriculture raisonnée, qui permettra de donner au consommateur, de lui offrir un produit dans lequel il va pouvoir se dire que ce produit a été produit avec des pratiques qui soient le plus raisonnées possible et le plus adaptées par rapport aux besoins que lui ressent pour lui en tant que consommateur. Comment sommes-nous là maintenant? Quel est le pourcentage de production sous serre? C'est difficile à mesurer les pourcentages de production par rapport à sous serre ou en plein champ ou en hydroponique ou tout ça, parce que ce ne sont pas des mesures qui sont faites de manière régulière, ce sont des mesures qui sont faites par Statistics Mauritius de manière annuelle. Les productions sous serre ne sont pas celles qui ont de plus grande envergure. Par contre, les productions en plein champ sont celles qui sont les plus adaptées, qui sont les plus ouvertement faites à Maurice. Sachant que la production sous serre demande un investissement qui est énorme et qu'il demande un accompagnement aussi qui doit être important par l'État ou par le producteur lui-même qui doit aller chercher des prêts au niveau des banques. Dans les différents schemes qui sont mis en place par l'État, encore un accompagnement avec le FAREI, il existe des solutions qui sont apportées. Mais c'est Statistics Mauritius qui mesure ces différentes avancées de manière annuelle. Les dernières statistiques ont été faites en juillet l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Les gens sont intéressés, les planteurs? Toute la communauté des planteurs est intéressée par toute technique qui lui sont apportées pour changer ses pratiques culturelles. Comme je l'ai dit plus tôt, ils sont demandeurs de nouvelles techniques, ils sont demandeurs de services d'accompagnement pour changer et pour répondre à ce besoin du consommateur. Ça va de changement de pratiques culturelles qui sont d'utiliser des filets ou des serres, mais ça va aussi dans les accompagnements de meilleure connaissance du sol, de meilleure connaissance de maladies qui existent, de meilleure connaissance d'outils, de plantes de service, d'outils où on va mettre en place des plantes qui vont ramener des auxiliaires, de lâcher de petites bêtes qui vont manger les parasites. Donc, tout ça, ce sont des techniques qui existent pour réduire notre utilisation de produits phytosanitaires et qui sont des techniques qui sont demandées par les agriculteurs. Donc, ce n'est pas une solution, mais une panoplie de solutions qui doivent être mises à la disposition de la communauté des planteurs. Sachant que tout changement de pratique culturelle va demander du temps, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va y arriver, mais ce sera petit à petit qu'à travers mettre en place des projets pilotes avec des partenaires, qu'on va réussir à démontrer que changer, ça demande un certain courage, une prise de risque, mais que le résultat final n'est que positif pour le producteur lui-même et pour le consommateur par la suite. Lors de la présentation et dans l'exécution des
de questions-réponses. Il y a des questions de changement et changement dit changement de comportement. Et que ce soit à la plage, le traitement de déchets, et changer d'attitude par rapport aux pratiques agricoles. Est-ce qu'effectivement vous êtes confiant au niveau de Business Mauritius que ce changement de mentalité pourra intervenir rapidement? Parce que quand même, quand on prend le tout, effectivement, nous notons qu'il y a un problème et ça risque de buter sur le fait d'être réfractaire, dont c'est à l'État de faire ça, c'est à l'entreprise de faire ça, au lieu d'une approche plus participative. Vous avez fait mention du terme triangulaire, alors que maintenant on ne peut pas dire que on ne peut pas venir affirmer que c'est le cas aujourd'hui. Je crois que je dirais que nous sommes tous responsables de ce qu'on vit. Donc quelque part, la triangulaire, c'est une triangulaire où on veut que chacun des groupements arrive à se soutenir et à s'influencer positivement pour une île Maurice meilleure, où le bien-être du Mauricien est à l'avant-poste de toutes nos réflexions. On ne peut pas changer les habitudes et les mœurs overnight. Par contre, je crois qu'on peut y arriver graduellement en mettant des efforts. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de s'occuper de notre partie. La partie Business Mauritius se veut de donner, en tout cas, le ton de démarrer quelque chose de nouveau. On veut vraiment avoir la chance d'offrir quelque chose de nouveau. Le projet pilote, par exemple, sur les déchets, est quelque chose de très concret. On peut scale up de manière importante. Ça peut représenter des volumes significatifs par rapport à la proportion des déchets produits. Ensuite, il y a tout un sujet de vulgarisation. Et ça va nous prendre du temps. On a quelques-uns de nos membres qui ont déjà travaillé sur la vulgarisation de certains de ces sujets à leur niveau, qui sont volontaires, qui viennent nous proposer leurs expériences, leurs exemples, afin d'utiliser ces success stories pour pouvoir scale up. Et il faut, de par ailleurs, miser sur l'éducation. Il y a un sujet de vulgarisation, il y a un sujet de partage. Il faudra savoir communiquer et emmener vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des enfants, mais vis-à-vis de la communauté à large aussi, des réflexions nouvelles et des réflexions qui demanderont un changement de comportement. Je suis moi très confiant sur le fait que dans la durée, on peut influencer positivement le comportement et les mœurs. Et ça va demander quand même un travail en profondeur que nous sommes prêts, nous, à nous commettre de faire. Gentleman farmer, ça c'est un concept qui marche déjà, ça. Les gentleman farmer, vous avez des jeunes, est-ce que les jeunes s'intéressent à ce concept? Peut-être que Jacqueline a plus d'informations là-dessus que moi. Je ne sais pas trop c'est quoi un gentleman farmer, mais je vais essayer de répondre par rapport à ta question des jeunes. L'idée, en mettant le programme de Smart Agriculture en place, et c'est-à-dire en voulant trouver un moyen pour que la communauté des planteurs puisse vendre leurs produits dans des conditions qui soient le plus appropriées possible et qui puissent répondre le plus possible aux besoins du consommateur, en ayant un encadrement qui soit adéquat, c'est-à-dire qu'il ait des formations qui soient adaptées à la type de production que nous voulons mettre en place, des circuits de distribution qui puissent l'alléger dans sa difficulté de vendre son produit, qui ne soit différencié par rapport à d'autres types de production, à travers des programmes de certification. Nous espérons, dans ce cas-là, qu'on va valoriser le métier d'agriculteur. Et là, la communauté des jeunes vont s'intéresser de plus en plus à cette agriculture. Il y a aussi le fait de venir intégrer une agriculture, comme on dit, une agriculture connectée, où on va de son bureau pouvoir arroser ses plantes en utilisant son smartphone, parce qu'il y aura un capteur qui pourra nous dire qu'il y a un manque d'eau dans la plante. Ce sont des choses qui aujourd'hui vont donner des réponses rapides à un besoin immédiat du tout de suite et de l'immédiateté de cette nouvelle génération qui a besoin de réponses immédiates. Donc en faisant ce genre d'agriculture, on va pouvoir amener les jeunes
tout en donnant l'encadrement qui soit nécessaire et le circuit de distribution et le circuit de vente de leurs produits à travers des labels, à travers des identifications précises de leurs produits pour que ça ne rentre pas dans la masse du produit, sachant qu'il y a 110 000 tonnes de fruits et légumes qui sont produites dans l'île. Si un agriculteur qui fait l'effort de produire différemment se retrouve dans la masse, il ne va pas être satisfait. Donc il faut qu'il puisse identifier son produit différemment et puis qu'il puisse vendre son produit à travers un circuit qui soit différent. Et là, je reste persuadée que la jeune génération sera intéressée par ça. J'aimerais connaître un petit peu sur les déchets. Alors, vous allez faire une compagnie pour ramasser les déchets. C'est qui va ramasser les déchets? En papier, vous allez faire un consortium. Comment vous allez vous débarrasser des papiers? Ce sont des choses qui sont importantes. Ce que je voulais voulu d'abord répondre un peu au monsieur qui a posé la question avant, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, le Business Mauritius et les compagnies qui forment partie du Business Mauritius prennent un engagement d'être beaucoup plus présents sur la scène nationale dans les décisions dont nous parlons, dans les sujets dont nous parlons. Nous allons nous-mêmes donner l'exemple. Nous allons essayer de montrer que c'est faisable. Les déchets, par exemple, ont montré que c'est faisable chez nous. Puis quand on parle des lagons, dans le Business Mauritius, il y a tous les hôtels de Maurice qui font partie du Business Mauritius. Ils vont eux-mêmes donner l'exemple en essayant d'être plus protecteurs du lagon, plus surveilleurs du lagon. Et il faut que chacun joue un rôle. C'est 70% de la masse salariale de Maurice est aujourd'hui dans le secteur privé. Si on éduque cette masse salariale par nos actions, on va réussir, parce qu'elle va jouer le jeu avec nous. Maintenant, le secteur privé est habitué au changement. Notre business évolue tous les jours à la vitesse grand V, et plus on va avec l'Internet, avec la communication, si on ne change pas dans le business, et très vite, on disparaît. Donc, le changement, on connaît, puisqu'on s'adapte à ce business, on s'est adapté à cet appareil qui empoisonne la vie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on s'adapte, et je crois que le but, c'est de changer encore en s'adaptant et en emmenant tous nos collègues avec nous pour un meilleur Maurice, une île Maurice meilleure. Donc ça, c'est la première réponse. Et pour revenir à votre question, c'est vrai, il y a des contraintes. Hier, je disais à quelqu'un que je vais peut-être aller déposer mes pneus devant l'Assemblée nationale pour qu'ils comprennent le problème des pneus, quand j'aurai 40 000 pneus. C'était en joke naturellement, mais pour vous faire comprendre qu'il faut qu'on sache combien de papier il y a, combien de tonnage de papier, et nous sommes en train de faire des chiffres par entreprise, pour qu'on sache quel est le besoin de mettre en place une usine de recyclage de papier. Il faut qu'on sache combien d'huile usée Maurice produit, nous pouvons mettre en place une usine de recyclage d'huile usée. Donc, si on ne commence pas quelque part, on n'arrivera nulle part. Nous, on va commencer, et au fur et à mesure, on va venir avec le secteur privé comme public, avec les SME. Peut-être qu'il y aura des nouveaux business, on va peut-être approcher des gens qui disent « faites une usine de recyclage de pneumatiques, on vous donne le pneu, on vous vend le pneu ». Il y a un business model à faire. Aussi, pour apporter un peu de l'or sur le problème, je pense qu'il y a déjà des entreprises qui recyclent le plastique et qui font eux-mêmes, je crois personnellement, des efforts dans certaines villes, dans certains villages, d'avoir des points de collecte, voilà. Et ils le font dans le cas déjà, et je sais que ces compagnies ont beaucoup de difficultés à pouvoir survivre, parce qu'effectivement, il y a un manque de conscientisation et de particuliers qui viennent déposer leur terrain plastique. Voilà. Oui, je pense aussi qu'on ne pourra pas avoir des réponses à chaque chose. La communauté des affaires est une communauté pragmatique qui se veut dans l'entrepreneuriat, et forcément on a besoin de cette tripartite positive pour y arriver. Toutefois, je crois que sur chacun des sujets, nous avons des exemples, nous avons des bonnes volontés, nous avons un certain leadership. Je prends un exemple, par exemple, sur la partie des lagons, qui est un sujet difficile, on a commencé par ça tout à l'heure, avec vraiment une situation alarmante par rapport à l'état des choses, mais on a quelques lagons qui sont encore extrêmement bien protégés. Je prends par exemple le lagon de Bellon, qui est encore en un très bon état, avec une vie marine extrêmement riche, qui n'a pas beaucoup souffert du développement économique du pays. Nous avons été de l'avant pour proposer que
l'ensemble du lagon soit déclaré comme étant un motor-free lagoon. Donc, il nous reste aujourd'hui l'adhésion que d'un seul partenaire vraiment concerné au fait qu'on puisse décréter ce lagon motor-free lagoon. C'est un changement dramatique, drastique, important. On a l'habitude de vendre l'île Maurice avec la vie nautique comme étant primordiale, le ski nautique comme étant primordial, mais on peut aussi positionner l'île Maurice comme étant capable d'offrir des unique selling points différents. Et dans ce cas de figure, se dire que dans ce lieu-là, dans ce lagon, justement, on ne sera pas pollué par les moteurs qui passent et qui font du bruit, qui dérangent tout le monde, parce qu'il y a 10%, 12% des clients qui font du ski nautique et qui font du ski nautique le long des plages. Donc, on a presque abouti, et c'est le genre de choses, je crois, très pratique, à une assez grande échelle, qui peut arriver à avoir un impact d'envergure. Et je pense que d'ici la fin de l'année, enfin, moi je garde l'espoir que d'ici la fin de l'année, on aboutira sur ce projet. Première pensée est une pensée de petites et moyennes entreprises. Encore une fois, ça ne se dit peut-être pas suffisamment, mais il y a pas mal d'initiatives déjà menées qui ont permis à certaines entreprises de petite taille, de moyenne taille d'exister. Je prends encore un exemple, c'est un que je connais, sûrement d'autres qui sont connus. Le tri sélectif dans la région du Sud-Ouest par rapport à tous les hôtels. Nous avons un tri qui vraiment va jusqu'au bout du bout. Et dans ce tri, une des choses qu'on arrive à sortir, c'est toutes les bouteilles de verre. On a formé, on a aidé à construire une petite entreprise qui emploie 4 ou 5 personnes, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Ça fait 5-6 ans que nous avons créé cette entreprise qui broie le verre et qui permet une utilisation du verre broyé, par exemple pour les filtres de piscine, qui sont beaucoup plus durables et beaucoup plus efficaces que le sable qu'on voit dans les filtres de piscine, etc. Dans les matériaux de construction, ce verre écrasé peut être mis comme antidérapant, peut être mis à l'intérieur même du ciment pour les plateformes de construction. Cette petite activité est devenue autonome et vient là, il y a quelques semaines, de compléter l'achat, avec le soutien de banques, d'une unité plus importante afin de réussir à scale up et de broyer davantage et faire que le produit qui sort de ce verre polluant puisse avoir une sortie. On aura, je pense, beaucoup de ce genre de créativité de nouvelles entreprises qui va créer des emplois au niveau des PME, mais il est vrai aussi de dire que dans certains cas de figure, on va être obligé de faire appel aux grands et aux gros. Si on parle d'incinérateurs, par exemple, au niveau le plus élevé de tout ce qui pourrait se passer dans un modèle, on dire, de bout de chaîne, ce sont des choses qui sont très très lourdes d'investissement. On parle de centaines de millions de roupies, voire même centaines de millions en devises, en dollars ou autres. Donc, dans certains cas de figure, on devra faire appel à un tissu plus vaste, avec des acteurs costauds, peut-être certaines fois même en partenariat avec des locaux et des étrangers. Mais nous ne sommes pas là pour essayer de construire des circuits fermés. Nous sommes là pour vraiment aider à des pans économiques de se mettre en place et à donner des opportunités à l'ensemble des acteurs et la population. Juste pour rajouter, clore ce point, on a par exemple la création de ces waste depots qu'on peut voir. Ce waste depot travaille avec un système de consignment. Et avec ce type de modèle, finalement, ils vont créer des jobs qui sont au bas de l'échelle, qui peuvent ramasser ces déchets, les emmener à la déchetterie et retrouver une certaine amélioration de revenus grâce à ça.
nous avons aussi des exemples assez concrets aujourd'hui de très petites entreprises qui ont investi pour retirer de la valeur du waste stream. Notamment, je pense à BEM aujourd'hui, qui arrive à BEM, qui est une toute petite entreprise, qui a investi en qualité de matériel pour pouvoir prendre les wastes électriques et retirer les composants qui ont une valeur relativement forte et pouvoir le remettre dans l'économie. Donc je pense que les deux modèles existent, et particulièrement dans l'optique de ce qu'on recherche ici, c'est de créer de nouvelles filières, donc d'emmener de plus en plus de PME et d'autres, les moyennes entreprises, dans ce secteur de l'énergie, du circulaire économique. On parle de l'industrie du service, etc., des matières premières, etc., pour prévenir un risque, mais en même temps, dans le discours que Madagascar, Seychelles, etc., refusent que les bateaux croisières déposent leurs déchets, etc., le Maurice accepte que les déchets, etc., soient livrés, soient déposés à Maurice. Il n'y a pas une réflexion sur l'archipel, il me semble, mais il n'y a pas une vraie industrie de recyclage derrière. Si on développe l'économie, il faut aussi que tout ce qui est développé et aussi Je pense qu'on peut dire avec un peu de modestie qu'on n'a pas approfondi tous les sujets. Beaucoup de ces sujets de recherche, par exemple, auxquels vous faisiez référence, sont des sujets sur lesquels le privé doit savoir s'appuyer. Et pour émettre des opinions, pour avoir des bilans pointus, il est important d'accéder et de construire des passerelles de dialogue afin de bien comprendre ce à quoi on fait face. Mais honnêtement, le comité ne s'est pas du tout penché sur ce sujet. J'imagine qu'il y a une notion de politique nationale à avoir. Alors, par contre, il y a des sujets un peu parallèles qui nous guettent de temps en temps pour pouvoir faire du recyclage dans certaines matières. Il faut vraiment de gros volumes. Or, aucun des pays de l'océan Indien, aucune des îles n'a suffisamment de volume pour pouvoir construire une structure de traitement pour un déchet spécifique. Donc, nous avons déjà commencé à évoquer et à comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire que dans un pays, on crée une structure qui puisse traiter un type de déchet. La Réunion, je crois, j'ai fait plusieurs îles à un sujet assez bien avancé sur le traitement du caoutchouc, par exemple. Pourquoi ne pas réussir à avoir un accord bilatéral, bon, ça dépend un peu de certains accords plus vastes au niveau international, etc., pour faire qu'on puisse demander à la Réunion de traiter la partie des caoutchoucs. Peut-être que demain, un autre type de déchets, y compris ceux qui s'épluchent les bateaux, pourrait être bénéfique à la création d'une vraie chaîne qui permet de recycler avec les volumes nécessaires. Donc je pense que tout ça est à réfléchir. On a commencé à penser un petit peu à ces sujets, mais celui très spécifique dont vous faites mention n'est pas encore arrivé sur nos pupitres. La même situation se pose avec tout ce qui est déchets alimentaires qui viennent des avions aussi. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne brosse pas un marchipose qui est en fuite. On a une filière qui va être développée pour le sujet de ces métiers internationaux, c'est que forcément, nous aussi on pollue. Quand nos avions atterrissent ailleurs, nous aussi on contribue à des déchets sur la partie réception du sujet, et ces déchets sont intégrés dans le pays qui nous reçoit. Donc il y a des notions, je crois là on rentre dans un degré de complexité qui dépasse un petit peu le cadre de notre capacité d'influence à ce stade. Est-ce que d'ici 1 an, 18 mois, on arrivera à réfléchir à ça, à contribuer? On l'espère. Mais n'oublions pas aussi qu'on essaie de rester pragmatique. Nos membres sont quand même mobilisés sur des problématiques de travail, d'entrepreneuriat, de développement. Et il y a des sujets qui appartiennent à l'État, il y a des sujets qui appartiennent à notre communauté. On peut contribuer sur presque tout, mais on n'y arrivera pas. Notamment sur des sujets pointus de recherche et d'envergure de considération nationale, comme ça, pas évident pour nous d'y accéder nécessairement.
le Business Mauritius l'a déjà dit. Nous pensons que sur la dynamique du CSA, comme dans toute situation qui demande du temps, a besoin de prédictabilité. Il faut de la consistance, il faut de la prédictabilité. Ça nous a pris du temps à certains de nos membres de vraiment s'organiser, se structurer pour faire la différence. Les causes que nous soutenons, nous pensons, sont bonnes et nous pensons que les changements récurrents que nous avons eus dans la structure du régime et le cadre dans lequel nous devons opérer n'aident pas à une pérennité et à une visibilité. Nous notons qu'avec la création du NCSA, que dans un premier temps en tout cas, le soutien aux ONG que nous offrons avec nos structures que nous avons mis en place semble être aussi, en tout cas partiellement soutenu par la NCSA. Il n'y a pas vraiment de nouvelles choses qui semblent être créées pour le moment. Mais nous pensons qu'aujourd'hui nous avons atteint une vitesse de croisière et que c'est souhaitable que nous conservons nos 50% de contribution et que les 50% restants fassent partie aussi de sujets agréés entre l'État et la communauté des affaires afin d'avoir une continuité d'action. Quand je regarde un petit peu vers où va l'argent, forcément nous voyons que la pauvreté, des notions d'accès à l'eau potable, à l'électricité, les assainissements d'eau, l'hébergement sont en première catégorie de nos interventions. Les seconds sujets, c'est des sujets de santé, de soutien émotionnel, de psychologie, reliés à l'éducation, à la pédagogie. Voilà les deux premiers sujets phares vers où va l'argent. Ensuite, on a le logement social, et vient derrière les handicaps, les handicapés, le besoin d'employabilité et des sujets, allons dire, qui ont trait à l'environnement de manière assez vaste. Il me semble que, en parlant des grandes catégories comme ça, que nous avons réussi au fil du temps à construire des structures là où le pays, la société, de manière forte, acceptée, ne pas être capable de donner des réponses par rapport aux plus défavorisés, que nos efforts et nos actions ont vraiment aidé à soulager. C'est peut-être encore difficile pour certains, il y a encore plein de choses à surmonter, mais bon, ça prend du temps pour subvenir à ces difficultés, à rendre les gens autonomes. Et nous souhaiterions, nous, que le cadre précédent soit quelque part, en tout cas, retenu en réflexion sur l'évolution de ce qu'on est appelé à vivre maintenant. Vous seriez pour d'autres versions du projet Love Bridge? Nous pensons que le projet Love Bridge a donné de bons résultats et qu'il y a beaucoup de bonnes leçons à retirer de ces projets et que c'est intéressant effectivement d'explorer ce modèle et de voir dans quelle mesure il est scalable. Je pense qu'il y avait une mesure qui disait que vous allez garder 50%. Vous êtes toujours pour 50% dans le fonds du National CSR Fund et 50% pour vous, parce qu'on pense que ça va passer. Vous allez donner 75, vous allez garder 25% pour vous aurez le contrôle. Quelle est un peu votre position là-dessus? Je crois que la position est quelque part où il nous faut une conciliation. La conciliation est une tripartite. Je crois qu'on a démarré pour dire qu'il faut pouvoir s'entendre, il faut pouvoir prendre de la hauteur et s'assurer que les factions les plus importantes concernées soient d'accord. Donc nous avons dans la perspective de ce que je viens de dire la notion aussi de la prise de position, de l'appréciation d'autres groupements. Et à partir de là, nous pensons que cet ajustement dont j'ai parlé là, le maintien des 50-50, est le bon compromis par rapport à l'ensemble des positions et des opinions qui prévalent en ce moment. Des zones humides, des constructions autour des zones humides, qu'est-ce que vous pensez de ça? Et en même temps, peut-être après cette question-là, je pense qu'il va falloir peut-être
Claude, c'est une question extrêmement pertinente. Que ce soit les constructions zone humide ou non zone humide, je crois qu'il ne faut pas être spécifique. On est en train de dire que n'importe quelle construction dans ce pays doit se faire avec les normes environnementales, qu'il y a un processus de IAE et que ce processus doit être respecté à la lettre, que nous avons donc des formules maintenant établies pour tout développement. Tout comme on en a parlé pour peut-être les labos, tout ce développement qui se fait au Maurice doit être aussi dans un cadre un petit peu plus large. D'un côté le IAE, de l'autre côté comment un développement à Maurice peut être un développement durable, dans toute la largeur du terme de durabilité, du développement durable. Et si les projets s'inscrivent dans ces mesures de développement durable, de respect des permis, respect des normes et respect du social, je pense que on est, nous, en tant que business Mauritius, preneurs, on soutient des projets qui peuvent répondre à tous ces besoins. Aujourd'hui, un développement dans le pays, là, je pense que le président l'a bien dit en entrée, quand nous parlons de la vision de l'île Maurice, nous parlons celle d'un développement qui doit être durable à long terme. Je pense qu'on restera sur cette position-là.